Donc vous m'excusez d'avance si je tousse et si je renifle un peu, je suis désolée. Alors on va commencer par pointer qui est là et qui n'est pas là, donc la liste d'émargement. Donc moi je suis là, pas de souci. Jackie Dessert. Pas encore là. Pas encore là. Laurence Uttereau. Alors, je vous rappelle le petit exercice et le protocole de départ. Lorsque vous parlez, il faut appuyer sur le bouton, ça s'allume et donc vous pouvez dire oui dedans. Présente. Jean-Claude Ami. Oui. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Michel, on t'a pas entendu. Présent. Alors, on demande ça aussi parce que, comme il y a l'enregistrement, pour bien vous entendre. Mais coupez quand ne vous parlez pas, parce que sinon ça résonne, messieurs, dames. Ingrid Liénard. Présente. Jean-Paul Tricot. Présent. Céline Petit. Présente. Alors, Mahmoud Benkachou est absent et a donné pouvoir à Monsieur Champy. Françoise Chantoiseau est absente et a donné pouvoir à Madame Latouche. Alexandra Corbeau. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Louis-Jean de Nicolaï est absent et a donné pouvoir à Philippe Delaunay. William Deroy est absent et a donné pouvoir à Madame Gann. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Serrin, et je la félicite puisqu'elle a eu son petit bébé qui est magnifique, sa petite, donc qui est absente évidemment, donne pouvoir à Madame Petit. Rosemarie Ledru. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Gérard Lemoine. Évidemment, il est absent. Michel Néron. Présent. Pascal Renoux. Présent. Annie Bouteloup donne pouvoir à Monsieur Éveillot. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Jean-Marc Forestier. Présent. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Bien. Écoutez, on a le quorum, donc tout va bien. Et je voulais juste féliciter Anaïs de participer au renouvellement des générations sur notre territoire. Prenez-en de la graine, tous. Hein. Quoi ah bah, c'est fini. Alors, d'abord, donc nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Le dernier était Madame Bourrel. Quel est le jeune homme qui souhaite être secrétaire de séance ce soir par volontariat? Oh, il n'y a que des jeunes hommes. Alors, c'est dans la tête, Monsieur Frison. Alors, qui se propose avant que je propose? Eh bien, Monsieur Ami, très bien. Merci, Monsieur Ami. Alors, je vous propose d'abord d'approuver donc le PV du 4 juillet 2022. Est-ce qu'il y avait des modifications à apporter à ce PV? Non. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va passer donc à l'ordre du jour. Donc, ce soir, en affaires générales, nous avons le rapport annuel du délégataire en eau potable, la convention de l'opération de revitalisation des territoires. En affaires financières, nous avons la décision modificative numéro 1, la constitution d'un groupement de commandes pour les travaux d'entretien de la voirie, le rapport définitif de la CLECT et souscription d'emprunt. En ressources humaines, nous avons la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement d'activité temporaire lié au recensement de la population. En urbanisme, nous avons la cession du local et du parking boulevard des Tourelles, la numérotation des bâtiments 3 et 4 de la friche industrielle, la numérotation de la parcelle AK 211 rue du Roi Henri. Et puis nous avons des informations diverses et puis les questions, évidemment. Je vous propose de passer aux voix à l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va commencer. Hop là. Alors, on va commencer si je trouve le conducteur. Le voilà. Donc, on va commencer par le rapport annuel 2021 du délégataire en eau potable. Donc, on vous a fait prendre connaissance de ce rapport annuel, qui est un petit document avec peu de pages, pour ceux qui l'ont lu.
Voilà, du délégataire. Donc, ce rapport a été présenté par Veolia lors d'une commission aussi finance en date du 20 juin 2022. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ce rapport? Monsieur Frison. Une remarque, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une émission à la télévision qui était fort intuitive sur le problème de l'eau potable. 10 millions de Français auraient pu avoir leur eau déclarée non potable l'année dernière. L'autorité sanitaire semble dépassée. Pour éviter, on fixe de nouveaux seuils plus élevés, y compris pour des nouveaux produits aux conséquences inconnues. Par exemple, les métabolites qui sont issus de la dégradation des pesticides. 3 307 communes ont connu un dépassement en 2021. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, après avoir prôné une application stricte des limites de sécurité, un an après tolère, car 10 millions de consommateurs sans eau potable, ça aurait été un sacré bazar politique. Les valeurs sont problématiques. Par exemple, en Allemagne, on tolère 3 microgrammes par litre. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 44 microgrammes par litre. Il y a un vrai problème sur les valeurs, sur le niveau. On dit qu'elle est potable parce qu'on met des seuils élevés pour rester dans le bon seuil. Merci, Monsieur Frison, de ces commentaires. Alors, en effet, aujourd'hui, la réglementation française fait que notre eau est potable, voilà, pour les Ludois. Nous avons aussi la chance, par rapport à d'autres territoires, d'avoir aussi de l'eau en quantité. Je rappelle que cet été, il y a eu des communes qui n'avaient plus du tout d'eau potable. Donc, nous avons cette chance-là. Mais en effet, la réglementation, c'est l'Agence régionale de santé. Et donc, on s'y plie, bien évidemment. Bon, voilà, j'ai rien d'autre particulier à dire. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ce rapport? Non, je vais vous proposer donc de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Frison, une abstention? 2 abstentions avec Monsieur Le Forestier. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Mais vous allez m'excuser ce soir. Je vais, à mon avis, être un peu... En plus, j'entends rien. Je suis complètement... voilà, donc bon. Je voulais juste préciser ce que j'ai dit. C'était l'émission Complément d'enquête sur Antenne 2. Pas de publicité, monsieur. Monsieur le Président. Très bien. On va passer au point suivant, c'est la convention de l'opération de revitalisation des territoires. Alors, comme vous le savez, la ville du Lude, la ville de Maillet ont été choisies pour être petites villes de demain. Et dans ce cadre-là, nous devons signer un contrat d'opération de revitalisation des territoires avec la communauté de communes. L'idée étant de travailler sur les 2 villes, Maillet et le Lude, mais aussi sur l'ensemble du territoire et les autres villes. Les actions des petites villes de demain vont permettre à d'autres communes d'avoir des aides aussi dans le cadre de l'habitat, de la revitalisation. Donc cette ORT est un cadre et donc doit être signé par l'établissement public de coopération intercommunale, donc le PCI, la ville principale de l'EPCI et tous les autres membres, évidemment. Donc c'est une convention qui va être votée aussi à l'intercommunalité et dans l'ensemble des villes de notre territoire. Voilà. Donc, je vous rappelle que les nouveaux droits juridiques que l'ORT apporte à nos structures sont intéressants, juridiques et fiscaux. L'objectif, c'est de renforcer l'attractivité commerciale. Donc, on a par exemple des dispenses d'autorisation d'exploitation commerciale et possibilités de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques. On a favorisé aussi la réhabilitation de l'habitat avec des accès prioritaires aux aides de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. On est éligible aussi aux 2 Normandie dans l'ancien, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour les investisseurs sur notre territoire. Mieux maîtriser aussi notre foncier avec un droit de préemption urbain qui est renforcé, y compris sur les locaux artisanaux. Et puis faciliter les projets aussi au travers de dispositifs expérimentaux, comme par exemple les permis d'aménager, les permis de louer, les permis d'aménager multisites, etc. Donc ça nous permet quand même d'avoir des actions intéressantes qui renforcent notre politique, qu'elle soit habitat, économique ou attractivité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette ORT? Non, je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur De Serres, bonsoir. Oui, oui. Je viens de remarquer que la commune d'Aubigné-Racan avait donné un avis défavorable. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas donné un avis défavorable sur l'ORT? C'est marqué, là. Non, ils ont donné... En fait, ils ont donné un avis défavorable parce qu'ils souhaitaient être petite ville de demain et en effet, ils ne l'ont pas été, mais parce que sur
Sur le territoire, en fait, il n'y a que 2 PVD. Voilà. Je vous propose de passer aux affaires financières et ça tombe bien, donc je te laisse la parole, Corinne. Alors, décision modificative numéro 1, budget assainissement. Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement et des études de faisabilité sont nécessaires. De plus, des matériels défaillants ont dû être remplacés. Donc, une décision modificative est donc nécessaire. Donc, en section d'investissement, nous allons prendre au 23-15 33 050 €, porter au 203 23 050 € et porter au 21-56 10 000 €. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, on continue sur la constitution d'un groupement de commandes. Alors, c'est le groupement de commandes qui existe depuis maintenant au moins 2 ans. Donc, c'est un groupement de commandes communal et intercommunal concernant la voirie, voilà. Donc, qui est voté à l'intercommunalité et aussi aux communes qui y adhèrent et qui participent. Donc, ce soir, le vote, c'est donc de décider d'adhérer de nouveau à ce groupement de commandes, d'approuver le projet de convention, de m'autoriser à le signer. Voilà. Et puis, donc, c'est Monsieur Boussard, le président de la communauté de communes, qui est coordonnateur du groupement de commandes pour l'ensemble du territoire. Voilà. Et de décider de fixer les montants de travaux réalisés comme chaque année, en fait, montant minimum de 100 000 € et puis un montant maximum de 300 000 €. Voilà. Donc, nous, on déclare en fait le nombre de kilomètres qu'on a de voirie et donc, par conséquent, on a une aide aussi de la part de l'intercommunalité. En tout cas, les travaux sont réalisés par ce groupement de commandes. Voilà. On n'a pas modifié le nombre de kilomètres, d'ailleurs, déclaré à la Comcom. Voilà, donc ça ne change rien sur notre budget annuel. Est-ce que vous avez des questions sur le groupement de commandes? L'idée, c'est de limiter les coûts, hein, même si aujourd'hui, avec l'augmentation énergétique, vous comprenez bien qu'il y a une augmentation de coûts puisque la voirie est faite à base de pétrole, hein, donc le pétrole ayant augmenté, il y a obligatoirement une augmentation qui a été quand même négociée par l'intercommunalité et les communes et donc limitée. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tu dis un petit point sur le rapport définitif de la CLECT? Oui. Donc, on ne devait pas voter pour les membres, membre titulaire et madame, membre suppléant de la commission dans le précédent poste. Ouais. C'est la Comcom qui va définir. Oui, de la commission de travail du groupement, pas de la commune. Des kilomètres, c'est pas ça. Ça, c'est le groupement de commandes des ensembles de toutes les communes. Oui, mais à un moment donné, les communes, elles vont définir des kilomètres. Donc là, c'est la commission. Sinon, c'est une personne de la commission qui va adhérer à ce passage. Oui, mais là, si tu lis bien le texte, Jean-Paul, c'est bien marqué membre suppléant de la commission de travail du groupement. Oui, et nous, la commission voirie ne fait pas partie du commission de travail du groupement. Ouais. Donc c'est l'intercommunalité qui nommera en fait 2 personnes qui sera titulaire ou suppléant. Voilà. Alors ensuite, donc, on passe au rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT. Donc, le montant définitif 2022 s'élève donc à 761 363,04 et pour information, en prévision budget 2022, il avait été prévu 761 254 €.
Donc, pour rappel, la CLECT est chargée d'évaluer le coût des charges transférées par les communes à chaque transfert de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée, la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou l'inverse, il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT, puis au conseil communautaire, à partir du rapport de celle-ci, de définir les attributions de compensation définitive 2022. Donc, lors de la réunion qui s'est déroulée le 12 septembre 2022, ont été abordés le rôle de la CLECT, les modalités de fixation initiale du montant de l'attribution de compensation, présentation des montants d'attribution de compensation pour 2022 et évaluation des charges transférées et attribution de compensation définitive en 2022. Donc, après lecture du rapport de la CLECT, le conseil municipal est invité à approuver le dit rapport. Avez-vous des questions sur ce rapport de la CLECT? Non? Je vous propose de le passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Okay. Donc, la dernière commission finance a vu pour des souscriptions d'emprunts. Donc, considérant l'étude des offres pour la commission des finances en date du 29 octobre dernier et considérant son avis, il vous est proposé la souscription de l'emprunt de 800 000 € auprès de 2 financeurs différents. Donc, dans un premier temps, la délibération numéro 1, réalisation d'un contrat de prêt d'un montant de 400 000 € auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle de l'Anjou et du Maine. Donc, il est décidé de demander à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle de l'Anjou et du Maine l'attribution d'un prêt de 400 000 € destiné à financer divers projets d'investissement aux conditions suivantes. Donc, un montant de 400 000 €, au taux fixe de 2,98%, sur une durée de 25 ans, échéance constante, sur une périodicité trimestrielle, avec des frais de dossier de 400 €. Donc, ça, c'est la première délibération pour le premier emprunt. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette première délibération? Sur à quoi ça va servir? Alors, en fait, vous savez que tous les ans, nous votons des investissements. Donc, nous avons voté de tête pas loin de 3 millions d'investissements pour cette année. Et dans ce cadre du financement de ces 3 millions d'investissements, nous avons besoin de 800 000 pour boucler le budget d'investissement de cette année, en sachant que nous avons un certain nombre de prêts qui arrivent à échéance et qui donc vont pouvoir couvrir en fait la différence entre le prêt que nous faisons aujourd'hui et les prêts qui s'achèvent. Voilà, tout simplement. Donc, à quoi ils vont servir? À différents projets, puisque 800 000 est une somme qui ne va pas couvrir les 3 millions d'investissements, mais qui va pouvoir en couvrir une partie. Ça va dépendre aussi des subventions, de l'arrivée des subventions. Je vous rappelle que lorsqu'on lance un projet d'investissement, on est obligé de le mettre dans le budget, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'il est commencé ou débuté. Je rappelle que les bords de Loire, on avait mis sur le budget de l'année dernière parce qu'il fallait lancer les études, etc. Et donc, on avait mis l'ensemble du budget des bords de Loire, mais en fait, on ne commence les bords de Loire que maintenant, en 2022. Or, il était déjà sur le budget 2021. Donc, nous avons de temps en temps comme ça des reports. Et donc, aujourd'hui, pour boucler notre budget d'investissement, nous avons besoin que de 800 000 € sur les 3,2 millions, le reste étant financé par la commune, par son budget investissement, mais aussi par les ventes que nous avons faites cette année de plusieurs bâtiments et qui permet de réinvestir en fait cet argent dans différents projets. Alors, tous les projets qui sont en cours, vous les connaissez tous puisqu'on les a votés pour financer cette année les projets. Donc, on a les bords de Loire, on a un certain nombre de chantiers aussi de voirie, on a un certain nombre aussi de chantiers de restauration de bâtiments, etc. Voilà. Donc, c'est bien sur de l'investissement et pas sur du fonctionnement. Est-ce que ça impacte notre capacité d'emprunt à futur? Obligatoirement, quand on souscrit un emprunt, ça impacte la capacité d'endettement, sauf que comme on a des prêts, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivent à échéance, en fait, on va revenir au taux d'endettement qu'on avait avant, même moins, du coup, puisque je vous rappelle que nous avons tous les grands prêts. Alors, encore une fois, vous savez que quand on fait des prêts, on ne fait pas des prêts pour un projet particulier. La collectivité, elle fait des prêts d'investissement, mais je peux vous dire que les prêts qui étaient plutôt dédiés à Ronsard arrivent à échéance, en fait. Donc, ces prêts-là vont nous permettre demain, si on veut réinvestir, de réemprunter, puisque finalement, le taux d'endettement va baisser.
Je vous propose de voter donc cette première délibération d'autorisation donc du prêt à la Caisse régionale des crédits agricoles. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, Monsieur Frison. Merci. Donc ensuite, l'autre partie du prêt, donc le projet de délibération numéro 2, donc réalisation d'un contrat de prêt PRU-PVD d'un montant de 400 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Pour le financement de l'opération, Madame le maire est invitée à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d'une ligne de prêt pour un montant total de 400 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes. Donc, ligne de prêt PRU-PVD, montant 400 000 €, durée de la phase de préfinancement 3 à 60 mois, durée d'amortissement 25 ans, périodicité des échéances trimestrielles, index livret A, donc le taux d'intérêt actuariel annuel. Donc, c'est le taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat plus 0,60%. Et la révisibilité du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A. En amortissement déduit, absence de mobilisation de la totalité du montant du prêt, donc autoriser moyennement le paiement d'une pénalité de débit de 1% calculé sur le montant non mobilisé à l'issue de la phase de mobilisation. Bon, ça après, c'est toutes les... C'est très technique. Les techniques du prêt, du coup... Vous dire que c'est un prêt qui est intéressant, puisqu'en fait, ce n'est pas une banque telle qu'on peut l'imaginer, comme le Crédit Agricole. Aujourd'hui, c'est donc la Caisse des dépôts et des consignations qui nous permet, avec la BPI en fait, d'avoir un taux intéressant. Et surtout, ils font des prêts spécifiques aux petites villes de demain, avec des taux spécifiques petites villes de demain, sur des projets particuliers. Et ça, on n'aurait pas réussi à avoir ce prêt si nous n'étions pas reconnus petites villes de demain. En fait, c'est vraiment un avantage, encore une fois, lié aux petites villes de demain. Voilà. Et par contre, Monsieur Frison, juste par rapport à votre intervention de tout à l'heure, je vous propose de lire le compte-rendu de la Commission Finances où nous avions présenté tout ça, mais vous n'étiez pas présent, en fait. Je n'ai pas été invité. Je ne crois pas avoir reçu l'invitation, madame. C'est Monsieur Forestier qui avait été invité, tout à fait. Oui, mais tout s'est croisé a priori. C'est-à-dire que la Commission Finances, il y avait eu déjà les convocations de fait. Et du coup, entre-temps, il y a dû avoir les réponses de Monsieur Frison et après, il n'y a pas eu de mise à jour, en fait. Je pense que ça s'est croisé parce qu'on a envoyé les convocations de bonne heure. Après, Monsieur Frison, comme les dernières fois, vous seriez venu, il n'y aurait pas eu de souci si Monsieur Forestier vous l'avait donné. Il n'y avait pas de souci. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'était pas ça, c'était de vous dire que toutes les explications sont aussi dans le rapport de la Commission Finances. Voilà. Donc, je vous propose de passer aux voix donc, ce deuxième prêt de 400 000 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, nous passons donc aux ressources humaines. Nous avons la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Cet accroissement temporaire d'activité est lié donc tout simplement au recensement de la population. Donc, j'annonce à la population, mais ils ont déjà eu l'information, mais on recommence, c'est toujours bien de donner les informations. Donc, ce recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. Cette personne donc, sera en charge de la saisie des feuilles de logement et des bulletins individuels, ainsi que la supervision des agents recenseurs, puisque nous avons aussi des agents recenseurs recrutés. Il y a une journée de formation qui est prévue le 18 octobre, et nous avons aussi une annonce pour le recrutement de 9 agents recenseurs qui va également paraître pour faire ce recensement. Pour la population qui m'écoute en tout cas, toute personne qui vient vous voir pour le recensement doit avoir en sa possession une carte de la mairie où apparaît sa photo, son nom et la signature de la mairie pour bien préciser que ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut faire le recensement, c'est obligatoirement des personnes agréées par la commune. Voilà. Et s'il y a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à appeler la commune pour qu'on puisse vous confirmer si la personne, c'est bien la bonne personne qui fait le recensement. Voilà. Je crois que c'est important parce que parfois, aujourd'hui, on a parfois des gens qui sonnent et qui se présentent pour n'importe quelle raison. Donc là, le recensement, c'est important pour nous. Je vous rappelle quand même que le recensement nous permet d'avoir le nombre d'habitants et ce nombre d'habitants nous donne notre dotation aussi à l'année pour la commune. Donc c'est important.
Oui, tu peux rajouter quelque chose, Corinne. Et du coup, par rapport à ces personnes, c'est ce qu'on avait dit le mois dernier, dans le Loir-et-Marconne, on diffusera les photos de chaque recenseur. Ça sera aussi plus facile. Est-ce que vous allez faire une diffusion également dans la presse? Des photos, je pense qu'on va faire plutôt un article de presse avec l'équipe, mais pas des photos individuelles, mais une équipe, oui. Donc, je rappelle aussi, et j'en profite, que toute personne qui écoute et qui a envie de participer au recensement et de venir travailler pour la mairie sur cette période-là, vous n'hésitez pas non plus à venir voir la mairie. Ce sont des contrats intéressants qui permettent quand même de travailler et de parcourir la ville et de rencontrer les habitants. Alors, je vous propose du coup de passer aux voix cette délibération. Qui est contre ce recrutement? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la phase urbanisme. Donc, je voulais vous préciser que nous avons fait faire un bornage sur un parking dans la zone des Tourelles. Et donc, je vous sollicite pour avoir l'accord pour la vente du boulevard zone des Tourelles, qui a une surface de 2877 m², au prix de 234 000 €, et du parking adjacent au prix de 4,5 € le mètre carré. C'est un bâtiment pour, même si je n'ai pas le droit de citer, hein, bien évidemment, mais pour repositionner tout le monde, c'est un bâtiment que nous avions acheté pour installer une entreprise étrangère et qui, cette entreprise étrangère, aujourd'hui, nous rachète le bâtiment et rachète en plus le parking d'à côté, puisque son activité étant en extension, il a besoin d'une surface complémentaire. Voilà. Et le parking fait combien? 4000 m², non? Bah, tu sais bien, c'est le parking qui est Oui, juste à côté. Bah, il ne fait pas 4000 m². Combien? Oh, bah non, il ne fait pas 4000 m². Il ne doit pas être bien loin. Hein. Mais oui, il doit être autour des 3000 m², je pense. Entre 3000 et 4000. Hein. Mais c'est un terrain, c'est un parking, en fait, hein, qui aujourd'hui ne sert pas, d'ailleurs. On l'a nettoyé pour qu'il puisse être... Donc l'objectif pour lui, ça va être un peu de stockage, mais c'est surtout pour le parking, en fait, de ses salariés, puisqu'il monte en chiffres en termes de salariés. Voilà. Donc... il est en cours le bornage, donc on te donnera le chiffre exact lorsque le rapport sera tombé, Jean-Paul. Donc du coup, je vous propose qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et de toute manière, comme on vote un prix au mètre carré en fonction... Voilà. Ensuite, donc, nous avons la numérotation des bâtiments numéro 3 et 4 de la friche industrielle. Alors... Donc, c'est à nous hein, de numéroter nos bâtiments et nos parcelles, surtout lorsqu'on en crée. Voilà. Et puis, ça permet de faciliter le repérage et le travail des préposés, évidemment. Donc, pour pouvoir mettre en location les bâtiments numéro 3 et 4 de la zone des Tourelles, nous avons besoin donc de leur attribuer donc des numéros. Donc, pour le bâtiment numéro 3 cadastré AB numéro 27 en partie, donc on a... donc 178, 179, 201, etc. Le numéro sera le 18 bis rue des Bichousières. Et pour le bâtiment numéro 4 cadastré section AB 141 et 198, le numéro 26 bis rue des Bichousières. Je vous rappelle que pour situer où sont ces bâtiments, c'est sur une zone économique à l'entrée de la ville, sur un ancien site industriel en friche. Donc, ça nous permet de faciliter le repérage au sein de la commune de ces deux bâtiments. Voilà. Avez-vous des questions? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la parcelle AK 211, 6 rue du Roi Henri. Donc, je précise qu'un terrain a été acheté sur cette parcelle avec un chemin qui mène donc sur la route et qu'il n'y avait pas de numéro sur cette parcelle. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de mettre un numéro puisqu'il y a eu un permis de construire déposé sur cette parcelle. Voilà. Donc je vous propose de mettre le numéro 1 quater rue du Roi Henri, tout simplement parce qu'il y a déjà un bis et un ter. Donc il faut qu'on mette un quater. Voilà, on ne peut pas mettre autre chose. Voilà. Après, 5 ter sans doute si ça arrivait, mais normalement non, il ne devrait pas y arriver. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose, le numéro 1 quater. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, en informations diverses, avant de passer aux questions, je voulais simplement vous rappeler que les dates des prochains conseils municipaux, pour ceux qui ne l'ont pas noté, c'est le 14 novembre, le 12 décembre et le 30 janvier. Le démarrage des travaux de l'aménagement des bords de Loire a débuté le 5 octobre.
Et le nom du bac à chêne a été choisi, ça s'appellera Ludoloir. Voilà. Les adjoints n'ont pas des mots à dire. 30 janvier, oui. Je propose aux adjoints de faire leur information. Céline ? Donc, les travaux de la résidence autonomie ont bien démarré le 27 septembre, donc tout se passe bien. Le repas de Noël des aînés le dimanche 11 décembre à midi, donc on attend du monde. Préparation des colis de Noël jeudi 15 décembre à 14 h. À suivre la distribution des colis de Noël le vendredi 16 avec un goûter l'après-midi. Et une livraison des colis pour les personnes qui n'auront pas pu venir le récupérer le vendredi. Il y aura une livraison à domicile le matin. Voilà. Tu n'avais pas un message à passer pour le repas ? Tout à fait. Aux élus du conseil municipal, vous êtes les bienvenus. On a besoin de bras. Donc, si vous voulez venir nous aider le dimanche 11 décembre, vous faire connaître, soit auprès de Cécile ou moi. Voilà. Merci. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, cette annonce, elle est tout simplement parce que nous avons décidé de ne pas prendre de service, de personnes qui font le service, mais ce sont les élus qui serviront nos anciens. Ça nous permet de faire des économies. Et puis, en même temps, je crois qu'ils vont apprécier aussi les élus, que ce soit nous qui leur apportions leur repas. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent nous aider au service, pour mettre le pain, pour mettre les boissons, la vaisselle, enfin, vous voyez, tout ce qui touche à un repas, eh bien, vous serez les bienvenus. L'ensemble des adjoints seront présents, mais toute personne du conseil municipal qui a envie de venir avec nous, je vous promets que ce sera dans une ambiance conviviale. Voilà. Laurence, du coup ? Oui, alors quelques dates à retenir pour le sport. Vous avez dimanche 16 octobre Ludo-Romaine qui démarre de 10 sous le Lude. Les foulées ludoises le 23 octobre en centre-ville avec un passage au parc du Château. Plusieurs associations sportives font Octobre Rose à leur façon, à des dates différentes. Ensuite, tennis paddle. L'appel d'offres a été lancé le 16 septembre, ouverture des plis le 21 octobre, avec une subvention de 96 600 € pour un budget de 150 000 €. Voilà. Nous avons été retenus en fait dans le cadre de l'Agence nationale du sport pour ce paddle. Donc, vous voyez, la subvention est quand même fort intéressante pour une structure sportive en plus, pour nos habitants et pour la ville du Lude, qui apportera une attractivité, puisqu'il y a quand même peu de padel, et surtout, il n'y en a pas en Sud-Sarthe pour le moment. Monsieur Champy ? Juste pour vous dire que cette année, on recommence l'opération Une naissance, un arbre. Et elle aura lieu le samedi 12 pour le Lude à 10h30. Et il y a 19 enfants. À 17 sous Lude, elle sera à 11h et il y a un enfant. Voilà. Ceux qui veulent participer seront les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Ami. Alors, les menuiseries de l'espace Ronsard ont été achevées récemment, donc c'est un chantier de fait. Par contre, le cheminement qui était prévu sur la voie douce, donc normalement devrait se poursuivre et peut-être, avec un peu de chance, être fini pour la fin de l'année. Les 2 bâtiments industriels seront disponibles pour le 1er novembre, rue des Bichousières. Voilà. Donc la voie douce, vous savez, c'est la voie qui va partir du parking de la Maison des Services vers l'esplanade Brassens, en fait. Là où nous avons démoli une partie de bâtiment, on est en train de refaire les murs et les travaux se poursuivent, mais bon, voilà. On espère bien que ce soit pour la fin de l'année, c'est ce que j'ai demandé au Père Noël, en tout cas. Madame Bourrel. Pas d'infos pour ce soir. Particulière, désolée. Ingrid. Une présentation du CMJ a été faite le 19 septembre dans les écoles des Louperviers, Brassens et Sainte-Anne. L'élection a eu lieu le 3 octobre en présence de Frédéric et de Annie. 19 élèves ont été élus. Le maire et les adjoints du conseil municipal jeune vont être élus le 22 octobre. Monsieur Delaunay.
Alors, la saison touristique s'est terminée donc dimanche dernier. Nous sommes ravis d'avoir fait une très belle saison et nous avons fait une meilleure saison que la dernière saison 2019, donc la saison d'avant Covid. Concernant un petit point sur les bâtiments communaux, nous étions le mois dernier à 2 doigts de finaliser l'arrivée d'un premier occupant, mais malheureusement le bailleur de celui-ci a renégocié le bail locatif qui les liait et du coup a réussi à retenir son locataire. Nous ne désespérons pas parfois, car nous recevons régulièrement des demandes que nous étudions scrupuleusement aussi. Et nous étendons aussi notre communication un petit peu plus largement. Mais nous ne désespérons pas. Non, il n'y a aucune raison de désespérer. Nous avons plusieurs porteurs de projets qui ont visité. Alors, en effet, ce porteur de projet était très intéressé. On s'est vraiment dit que ça allait être le premier qui allait lancer en fait l'occupation de nos bâtiments et le propriétaire du local qu'il louait avant a souhaité en effet les garder et donc a négocié fortement. Donc on ne les a pas eus. Néanmoins, on a 2 autres porteurs de projets qui réfléchissent et on n'est pas loin de là, en sachant qu'en plus on a encore quelques travaux, puisque je rappelle qu'il y a le permis d'aménager derrière qui doit se faire. On a un bout de voirie qui doit être fait aussi, et puis donc on a encore des travaux sur le site. Donc voilà, l'idée c'est quand même aussi d'aménager. On a des plantations à faire aussi qu'on a attendues, parce que vous savez bien que cet été c'était un peu sec pour pouvoir planter, donc il vaut mieux planter en fin d'année. Donc voilà, donc on a encore quelques travaux sur les bâtiments et puis ensuite ils seront complètement disponibles à la location. Voilà. Très bien, je vous propose de passer aux questions du coup. Pardon Jean. Ouais, alors excuse-moi Jean. Je compte plus, c'est pas grave. Oh là là. Bon, mon Jean. C'est un peu différent du document que je vous avais envoyé parce que j'avais oublié un gros point dans ce que je veux expliquer. Toi aussi, finalement, tu avais oublié quelque chose. Mais en plus, tu m'oublies, c'est pas très bien, mais bon. Donc, je voulais vous présenter les événements qui y a eu lieu depuis le dernier conseil. C'est le spectacle Boing Boing du 2 octobre, avec une mise en place et une première pour le nouveau logiciel de culture. 254 spectateurs et une souscription de 96 cartes d'abonnement. Semaine bleue, avec la projection du film L'étudiante et Monsieur Henri, suivi d'un goûter. 122 participants, en léger recul par rapport aux années précédentes. C'était gratuit pour tous et toutes et offert par le conseil départemental. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pour les films projetés depuis, les spectateurs ne sont pas plus nombreux à venir regarder la toile. Alors, Jean, juste pour te dire, par rapport à cette question, je ne sais pas si vous avez vu, mais nationalement, le cinéma souffre. Il n'y a pas que le lutte. Nationalement, le cinéma souffre. Et aujourd'hui, il y a même des acteurs qui se mobilisent pour essayer de voir comment ils pourraient influencer peut-être sur le prix du billet. Nous avons un prix faible par rapport à l'ensemble des cinémas qui nous entourent. Mais néanmoins, nous ne sommes pas non plus une salle 4K, etc. Mais aujourd'hui, on a un cinéma qui est de qualité. Mais on voit bien qu'il y a une augmentation très forte de la lecture de films à la maison et les gens ont plus de mal aujourd'hui à venir au cinéma. Donc je continue à dire, je vous rappelle et je le dis toujours, que le service culturel de la mairie ne peut fonctionner que si les habitants y participent. C'est comme ça que nous pouvons investir dans la culture, c'est lorsque les habitants participent. Donc n'hésitez pas à venir au cinéma, il y a de très beaux films et nous avons une très belle salle. Donc je continue. Pour les événements à venir, alors pour demain, c'est dans le cadre de la Semaine du Goût, qui est du 10 au 16 octobre, la projection d'un film qui s'appelle La Dégustation, et à 20h30, avec en préalable, dès 18h sur l'esplanade Ronsard, un marché des produits locaux, bio, court circuit biolude, et dégustation d'une soupe. Une place de cinéma égale une entrée une assiette de soupe, pardon, avec 3 variétés possibles. Voilà. C'est le ciné-soupe. C'est le ciné-soupe. Le vendredi 14 octobre à 20h30, un spectacle à Ronsard, un spectacle d'humour qui s'appelle « Et si les œuvres d'art pouvaient parler ?» au tarif de 6 € pour le tarif plein et 4 € pour les abonnés.
Du 22 octobre au 6 novembre, Graines d'Images Junior, tarif unique à 4 € avec un passeport réservé aux enfants et qui est valable dans toutes les salles partenaires de la Sarthe où la 4e place est gratuite au bout de 3 séances. À Ronsard, nous avons 10 films et 25 projections. Ciné Senior, le 9 novembre à 15 h avec projection du film Une belle course. Tarif à 350 €. On va le projeter pour les gens le soir à 20h30 dans peu de temps, mais on a remis pour les personnes âgées à 15 h de façon à ce qu'elles puissent venir voir ce film. Là, le tarif est pour les plus de 65 ans et de 3,50 et 5 € pour les autres personnes. Le 20 novembre, un théâtre à Ronsard à 15 h qui s'intitule « Elle et moi », au tarif de 10 € et 7 € pour les abonnés. Le cinéma de Noël, le 18 décembre à Ronsard, pour les enfants du LUD, les enfants des agents, les enfants du LUD. Le choix du film n'est pas encore fait. L'entrée est gratuite. Et le 6 janvier... Alors, je m'excuse, j'ai oublié de vous préciser, l'accueil se fera dès 10 h du matin le dimanche, car le 18 décembre, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. Et on pense que ça pourrait embêter des familles de venir l'après-midi. Donc on accueillera les familles avec une boisson chocolatée et des pâtisseries. Alors, voilà. Oui, bon, on n'a pas changé l'horaire en lien avec le foot. Hein. On a fait un choix aujourd'hui aussi de changer les horaires par rapport à la dernière fois pour voir si ça fonctionne. On a un certain nombre de parents qui nous disent aussi qu'en début d'après-midi, il y a la sieste, donc qui ne viennent pas forcément avec leurs enfants. Donc l'idée, c'est d'essayer de le faire plus tôt, parce que bon, voilà, ceux qui veulent regarder le foot, ils regardent le foot, mais je veux dire, potentiellement, c'était quand même... Noël, c'est une fois par an. Donc le cinéma de Noël, donc c'est dès 10 h, et c'est pas que pour les enfants, c'est pour les familles, hein, bien évidemment, toutes les familles ludoises sont accueillies. Il y aura une boisson chocolatée et des pâtisseries, et l'intérêt, c'est qu'ils soient sortis pour pouvoir aller déjeuner. Bien évidemment, ensuite, le film étant à 11 h, ça veut dire qu'ils vont sortir vers midi pour pouvoir tranquillement aller déjeuner. Donc c'est un test. On verra si ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'on aura plus de familles un dimanche en fin de matinée? On verra. Voilà, on fera un bilan et on vous le proposera. Donc le 6 janvier 2023 avec les JMF à 20h30 par la compagnie Tumbak, Quand est-ce qu'on danse? Pareil, tarif de 6 € et 4 € pour les abonnés. Dans le cadre de fêtes en famille, à la bibliothèque, le 26 octobre à 17 h, spectacle jeunesse, avec les contes de la Grange hantée à partir de 6 ans. Soirée jeu le 21 octobre à 18 h, de 18 h à 22 h à la bibliothèque Ludothèque. Et je rappelle aussi que l'espace Microfolie est ouvert au public les mercredis, toute la journée et le jeudi matin. Voilà, j'en ai fini. Merci Jean. Donc un programme encore bien étoffé de culturel au LUD. Et donc encore une fois, participer, c'est comme ça que nous pouvons aussi remettre des actions culturelles lorsque nous avons des habitants. Merci. Monsieur Frison. La participation à la pièce de théâtre Boing Boing, c'est bien, non? Bonne participation. Combien? 250. Ah bon, pas plus, il y avait plus. Ah bon. Monsieur Frison. Potier. Madame Potier, pardon. Alors, pour la première question, où en est la location ou la cession des 3 ateliers relais? Donc on a un petit peu répondu tout à l'heure dans la commission attractivité, mais c'est pas grave, je répète, nous avions un locataire qui devait arriver et qui finalement est resté là où il était avec son propriétaire. Nous continuons les travaux d'aménagement, donc comme je vous disais tout à l'heure, et nous avons un certain nombre de contacts, mais aujourd'hui on n'a pas de contact signé. Voilà. Alors, où en est la vente du site Candia, ou bien où en sont vos projets pour cet ensemble? Alors, nous ne vendons pas le site Candia, nous venons de l'acheter. Donc, déjà, on est propriétaire du site, ça c'est sûr.
Et puis, où en sont vos projets pour cet ensemble? Écoutez, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a, tout à l'heure, vous l'avez voté aussi, donc la numérotation de 2 bâtiments pour la location. Donc, ça veut dire que nous allons pouvoir bientôt vous annoncer que nous avons 2 entreprises qui louent des bâtiments sur le site, des bâtiments en bon état. Et puis, sur la partie bord de Loire, eh bien, nous allons avoir un atelier participatif courant novembre avec la population et vous-même pour pouvoir réfléchir à l'avenir de ce site. Qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on démolit pas. Nous avons des étudiants en architecture qui ont travaillé sur le site. On va vous présenter leur projet. Alors, je le redirai à l'atelier, mais je le dis déjà, ce sont des étudiants qui ont fait des projets pour leur étude qui n'ont pas de base financière. Voilà, donc ils ont fait des projets en fonction de leur imagination, mais évidemment, nous devrons compter sur le coût d'aménagement et on ne pourra pas tout faire. Mais néanmoins, ça permet d'avoir, vous verrez, des idées intéressantes. J'ai trouvé que ça m'avait ramené des idées, des choses que je n'avais pas pensées, qui sont peut-être possibles. Mais encore une fois, comme c'est un nouveau quartier, nous souhaitons qu'il soit défini avec la population qui en aura l'usage. Donc, c'est pourquoi il y a un atelier participatif au mois de novembre. Voilà. Et pendant ce temps-là, quand même, nous sommes en cours avec des cabinets d'études pour l'analyse de la pollution. Évidemment, on est obligé d'analyser le site en cas de pollution, comme l'avait fait Candia sur la partie de la gendarmerie. Et puis, nous avons un cabinet Odyssée qui est financé aussi dans le cadre de Petites Villes de demain, qui va aussi travailler sur le site pour voir qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer aussi comme aménagement éventuel. L'idée étant d'avoir plein d'idées, y compris celles des habitants et des élus, et puis à partir de là, de faire quelque chose de consensuel. Okay. Question suivante. Nous avons été informés que vous aviez reçu un courrier du club de remise en forme destiné aux maires et aux conseillers. Ce courrier nous était donc destiné. Depuis, nous avons pu constater que ce club avait pu réintégrer ses locaux habituels. S'agit-il d'une solution définitive ou bien y a-t-il toujours recherche d'un local approprié? Alors moi, j'ai reçu un courrier, en effet, à mon nom, mais en aucun cas, j'ai vu que c'était pour les conseillers. C'était Madame le maire, point. Donc, je suis surprise de ce que vous... Bon, bref, moi, en tout cas, j'ai le courrier que j'avais sur mon bureau que je pourrais vous montrer, c'était Madame le maire, point. Mais, donc, suite à ce courrier, en fait, on les a reçus en mairie, voilà, pour savoir un petit peu quels étaient leurs besoins. Ils sont installés, comme vous le savez, dans le gymnase, sur un site plutôt contraint, en termes de sécurité qui ne me correspond pas. Je trouve que ce n'est pas adapté. Et en plus, en termes de visibilité, il n'y en a aucune. Or, c'est une activité qui marche plutôt bien. Donc, ils ont créé une nouvelle association pour porter suite à la fin de la MJC. Et donc, nous leur avons demandé, suite à la réunion, qu'ils nous fournissent leur demande, c'est-à-dire quelle surface ils ont besoin, etc., pour qu'on puisse réfléchir à un autre lieu que celui-ci. Mais il n'était pas question pour nous d'arrêter l'activité. Donc, nous, pour l'instant, en fait, ils n'ont pas réintégré. Ils ont gardé le lieu, en fait, en attendant qu'on puisse trouver une meilleure solution. Donc, on y travaille aujourd'hui. Mais on est assez contraints, puisqu'on a d'autres demandes associatives aussi qu'on n'arrive pas aujourd'hui à répondre positivement parce que nous n'avons pas de locaux. Et puis, nous avons des sites aujourd'hui qui pourraient potentiellement recevoir, mais que nous n'avons pas décidé encore ce que nous allions en faire. Donc, voilà. Donc, on continue à travailler avec eux. Pas de souci. Dernière question. Au vu des conséquences de la guerre en Ukraine sur le coût de l'énergie, de la conséquence du réchauffement climatique sur l'état de nos réserves d'eau, nous proposons la création d'un groupe de réflexion sur les économies d'énergie et d'eau. Ce groupe pourrait travailler sur la recherche d'économies pour la commune, mais aussi d'information, voire d'aide pour les Ludois. Je vais donner quelques exemples. Moi, j'interviens à Ronsard dans un cadre associatif. Très souvent, les toilettes restent allumées. C'est des choses où on pourrait mettre un détecteur, quelque chose qui serait... Voilà, il y a des solutions. Les LED, la question du chauffage, l'éclairage nocturne, les illuminations de Noël. On voit des communes qui ont réfléchi à leur piscine, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Voilà.
Alors, on en avait parlé au dernier conseil. Je vous avais dit qu'en effet, c'était une très bonne idée. Alors, plusieurs quand même choses, c'est que petit 1, je rappelle que nous sommes, nous, sous un appel d'offres électricité et gaz. Et donc, nous avons répondu à cet appel d'offres avec l'intercommunalité l'année dernière. Et donc, nous ne subissons pas, nous, les augmentations que peuvent subir d'autres communes. Donc, aujourd'hui, notre budget n'a pas évolué en gaz et énergie, mais ce sera sans doute le cas en 2023. Donc, il faut anticiper. Voilà. Cette anticipation peut se faire bien évidemment avec un groupe, pas de souci. Sachez quand même que nous y travaillons quand même depuis quelques années. Donc nous travaillons aujourd'hui sur un réseau de chaleur en centre-ville sur lequel nous travaillons avec le département en réflexion. Nous travaillons aussi sur les énergies nouvelles à la piscine, mais c'est pas si simple, milieu inondé, etc., etc. Nous avons des critères un peu compliqués. Et puis enfin, sur les illuminations de Noël, eh bien, nous avons eu une réunion de travail. Je ne souhaite pas, voilà, très clairement, je ne souhaite pas annuler les illuminations de Noël, pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une ambiance assez anxiogène en ce moment, et je pense que si Noël, d'un seul coup, n'existe plus pour la ville du Lude, ce sera très compliqué pour tous, y compris pour moi. Et puis, deuxièmement, c'est une part en termes de dépenses qui est extrêmement faible sur notre budget global électricité. Donc, nous avons néanmoins besoin de sobriété et d'efforts. Donc, nous avons travaillé avec les équipes pour diminuer le nombre d'éclairages pour Noël. Nous avons travaillé aussi, nous avons investi sur des éclairages LED qui consomment encore moins. Et nous allons revoir l'emplacement et surtout la durée des illuminations. Avant, on les installait en novembre et ça durait jusqu'à fin janvier, début février. Là, en fait, on aura une partie de la ville qui aura des illuminations à partir du 1er décembre pour le marché de Noël. Voilà. Et tout le reste, ce sera le 15 décembre et on arrêtera autour du 15-20 janvier. Voilà. Donc, on va diminuer un petit peu la durée, on va diminuer le nombre d'éclairages, mais on ne va pas les annuler. Voilà. Donc, on y travaille déjà pour la recherche et en effet, on a encore beaucoup de bâtiments où il y a des choses à faire, les changements de LED, les détecteurs. Je crois qu'il y a aussi, encore une fois, de la pédagogie à faire, puisque nous avons quand même beaucoup de bâtiments mis à disposition d'associations et qui doivent, elles aussi, faire l'effort d'éteindre les lumières, même si régulièrement, nous passons les éteindre par derrière lorsqu'ils oublient. Mais voilà, on a aussi un travail à engager, et là je me tourne vers Philippe Delaunay, mais on a un travail à engager aussi avec nos commerçants. Le fait qu'aujourd'hui, ils ont encore de l'éclairage toute la nuit sur leur devanture, ce serait bien aussi qu'ils éteignent au même moment que l'éclairage public. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire, ça c'est sûr, d'économie, je suis bien d'accord. Et donc ce groupe, on va le créer, on va vous proposer qui souhaite l'intégrer. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore ce conseil municipal et je vais vous souhaiter une bonne soirée.